Bonjour tout le monde et bienvenue à On jase de web, le podcast où on parle des différences entre les gars et les filles sur le numérique. J'ai avec moi Charles, Simone et Mégane. Hello! Puis aujourd'hui, on a un sujet assez intéressant. Mégane, je te laisse nous introduire. Yes, aujourd'hui, on parle d'ergonomie du web et des normes de genre. On reçoit en fait un invité spécial chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, Maxime Courchaine, qui vient nous parler de... Bonjour! En fait, on voulait connaître un peu son point de vue professionnel sur l'ergonomie genrée au fil des années et son impact sur le pouvoir d'achat. Donc, merci d'être là, Maxime. Ben, merci de l'invitation. Toujours un plaisir de pouvoir venir jaser numérique avec des passionnés comme nous. Ben oui. Yes. Juste mentionné pour la caméra, il est sur téléphone, donc il n'est pas présent. C'est pas qu'on... Je ne suis pas omnipotent à parler derrière vous. Je suis malheureusement sur une ligne. Exact. Bon, on va commencer directement. Parle-nous un peu de ton parcours professionnel. Oui, vous l'avez mentionné d'emblée, on se retrouve, je suis chargé de cours à l'université, donc c'est toujours un plaisir aussi de parler avec des étudiants de quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Sinon, j'ai étudié aussi à l'Université de Sherbrooke, mon bac, ma maîtrise en communication marketing. J'ai travaillé par la suite 5 ans en agence numérique, donc en développement web, en ergonomie web, avant de travailler à mon compte depuis maintenant 2018. Donc, à la fois l'enseignement et la pige maintenant depuis presque 5 ans. Wow! Assez diversifié quand même. Puis là, est-ce que vous faites le duo entre libre et là, vous êtes chargé de cours, fait que les deux jobs en même temps? Oui, tout à fait. Ça occupe bien un quotidien. Ça permet de rester, ça sera à vous de valider ça, mais ça permet selon moi de rester un peu plus pertinent, d'avoir un pied dans la pratique et un pied dans l'enseignement. Donc, je pense que j'apprends beaucoup de vous, mais j'essaie aussi de rester up-to-date pour vous apprendre. Parfait. Puis dans le fond, on voulait savoir, mais dans la conception d'un site web, quelle était la place, mettons, quelle était l'importance qu'on accordait à l'ergonomie du site, dans le fond? C'est, je vous dirais, une étape qui est capitale au départ. Là. C'est primordial de bien réfléchir stratégiquement à l'ergonomie du site web. L'ergonomie, c'est présent partout autour de nous. Donc, vous le savez, vous êtes probablement assis dans des chaises en ce moment qui ont été pensées afin que votre dos soit supporté, afin que vos bras soient supportés, afin d'éviter des problèmes. Ben, le web, ça ne fait pas exception à ça. L'ergonomie, c'est important sur le web parce que l'être humain a des comportements, l'être humain doit se sentir appuyé et surtout pour accomplir un certain nombre de tâches sur le web, qu'on parle d'un achat, qu'on parle d'une inscription à une infolette, qu'on parle de tout simplement consulter de l'information, ben, il y a des standards à respecter qui rendent la tâche plus facile. Mm-hmm. Puis si on ne respecte pas des règles, si on ne respecte pas, on va dire, des grandes lignes directrices, ben, on fait juste complexifier le quotidien de notre utilisateur, puis notre utilisateur, ben, finalement, va tout simplement passer à côté de ce qu'on lui demande de faire. Donc, c'est capital comme étape stratégique en réflexion. Bien, pour les gens qui connaissent un peu moins ça serait quoi en quelques mots, comment tu pourrais décrire l'ergonomie? L'ergonomie web, ben, ça va représenter deux grands axes. En fait, l'ergonomie, c'est tout ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Donc, le fait que quand je clique sur un bouton, ben, je sais qu'est-ce que ce bouton-là va amener comme prochaine étape. Par exemple, si je clique « Ajouter au panier », je m'attends à ce qu'il y ait un produit qui soit ajouté dans un panier. Le fait que quand je soumets un formulaire, s'il y a une petite barre en rouge qui apparaît sous un texte, ben, c'est pour me dire qu'il y a une erreur dans quelque chose qui est formaté. Donc, l'expérience utilisateur, c'est vraiment un ensemble de normes. Et tout ça doit être jumelé à un deuxième niveau qui s'appelle l'interface utilisateur. Donc, le fait qu'on comprend à quoi servent les différents éléments visuels et que c'est attrayant pour l'œil. Donc, les deux mises ensemble, c'est pas mal ce qu'on décrit comme étant l'ergonomie web, la pratique ergonomique. Parfait, merci pour la précision. Tout compris. Très intéressant. Dans le fond, ça revient à du UX/UI. Mettons, si j'abrège les termes, est-ce que c'est ça, Maxime? Tout à fait. J'ai essayé d'y aller avec des termes un peu plus compréhensibles, mais UX/UI, effectivement, c'est les deux solitudes qui se rencontrent. Impressionnant. Pour l'ergonomie web. En fait, quand tu crées des sites web, est-ce que tu prends en compte les publics dans la gestion du design, en fait, plus la deuxième interprétation que tu parlais de l'ergonomie? Tout à fait. Tout à fait. Idéalement, il y a toujours deux réalités. On va dire un nouveau site pour une nouvelle marque. Dans ce cas-ci, ben, les études qu'on va faire sur les publics cibles sont beaucoup plus qualitatives. C'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre qui sont nos personas, on va essayer de comprendre aussi
quels sont des référents potentiels numériques qu'on peut se donner pour développer une expérience qui correspond à notre public. Mais dans le cas où on fait une refonte, donc par exemple, on prend un site web qui existe déjà puis on le réactualise, ben, on a souvent accès à des données même de navigation. Donc, de savoir d'emblée, est-ce que c'est plus des hommes, est-ce que c'est plus des femmes, est-ce que c'est plus des personnes de 18-24 versus 45-54 qui visitent notre site web. Puis s'il y a un peu de différents publics, ben, comment ils se comportent différemment? Parce qu'il y en a qui vont davantage dans une section X, qui vont être plus aptes à être autonomes, on va dire, dans un certain nombre de tâches à faire en ligne, ou plutôt qu'ils vont avoir, si un autre public a parfois besoin de plus d'accompagnement. On ne fera pas d'agisme, mais si on parle juste, par exemple, des publics un peu plus vieux, souvent dans des étapes transactionnelles en ligne parce qu'ils sont moins à l'aise, parce qu'ils sont aussi moins familiers avec la technologie, ben, quand on arrive sur des plateformes où on sait que c'est un public plus vieux qui vient ici, on va faire des transactions ou passer à travers l'expérience, ben, il y a beaucoup plus d'accompagnement au pas à pas. Donc, on prévoit déjà dans l'expérience qu'il va y avoir des bulles informatives, il va y avoir des tutoriels, il va y avoir des explications ici et là à chaque étape. Pourquoi? Parce qu'on s'adapte au public et qu'on est capable de déterminer que c'est ça qu'il y a de besoin. Puis justement, quand on parle d'adaptation, là, en ce moment, les normes de genre évoluent beaucoup, puis on essaye de plus en plus de faire des trucs non genrés. Est-ce que ce mouvement-là, tu remarques qu'il y a une incidence sur la création des sites web? Je vous dirais que oui, principalement parce que le web se démocratise un peu plus, donc on est beaucoup plus dans le niveau d'aisance des gens à utiliser des fonctionnalités X et des fonctionnalités Y, mais quand même, il y a encore des distinctions qu'on voit, puis il y a encore des sites web qu'on pense majoritairement pour les femmes versus majoritairement pour les hommes, ne serait-ce que parce qu'ils jouent un rôle dans certains types de transactions, dans certains types de planification. Je vous donne un exemple assez banal, mais tout ce qui s'appelle planification d'une activité au quotidien avec une famille, avec des enfants, c'est encore un rôle qui est beaucoup plus pris en charge par la mère de famille. Donc, par défaut, ben, on pense beaucoup plus au profil féminin lorsqu'on développe un site web, par exemple, d'un musée, un site web d'une exposition, un site web d'un cinéma. Et on remarque aussi que les femmes sont beaucoup plus à l'aise vers ce genre d'interface-là, sont beaucoup plus vont naviguer de façon beaucoup plus intuitive parce qu'ils ont fait une expérience passée, ils sont habitués de faire la transaction en ligne pour acheter des billets, réserver des places. Donc, comme c'est un peu eux qui le prennent en charge naturellement, ben, c'est plus simple. Ça ne veut pas dire qu'un homme ne s'y retrouvera pas quand même, mais d'emblée, l'interface, elle est un peu plus pensée en pensant au public cible qui est majoritairement féminin dans ce cas-là. Oui, les femmes, ils aiment s'organiser. On aime ça. Tout à fait. Puis ils se débrouillent très, 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 très bien parce que pour toutes les marques où j'ai travaillé où il y avait des tâches, on va dire, transactionnelles à faire justement pour la planification, on a souvent fait des tests utilisateurs, puis ils comprennent vraiment la logique, peu importe comment le site web est bâti. Il y a des mots-clés qui leur parlent, le mot programmation, événement, ils savent que si on parle de programmation, ils savent que c'est transactionnel. Par défaut, ils vont se virer vers cet onglet-là majoritairement pour acheter des billets, alors qu'on remarque que le taux de succès, on va dire, chez les hommes est un peu moins élevé. C'est pas drastique, on parle pas de des dizaines de pourcentages, mais quand même, il y a une aisance plus grande. C'est pas dans notre langage. C'est pas notre faute. On est plus habile, quoi. Oui. Ouais. Ben, je fais juste penser à mon chum. Vas-y. Non, mais je fais juste penser à mon chum, puis comparé à moi qui regarde pour une activité, puis mon chum est perdu ben raide, là. Tu sais, nous, je trouve qu'on se retrouve juste plus facilement, puis on sait, c'est vrai, programmation, événement, je trouve que c'est comme plus intuitif pour... Oui, on a plus de facilité à naviguer, je le remarque, oui. Moi, je planifie rien, je pourrais. Moi aussi, c'est un peu la raison pourquoi c'est encore considéré comme ça, même si on tente, le but de travailler un travail ergonomique, c'est de rendre ça le plus simple pour tous. Mais à un moment donné, une page, si on prend juste une page d'accueil d'un site web, elle ne peut pas cocher toutes les cases, malheureusement. Elle ne peut pas être parfaite pour tout le monde, puis tous les messages ne peuvent pas se retrouver au premier niveau de lecture. Donc, il faut accepter qu'il y a aussi des publics principaux par plateforme. Puis dans le cas, souvent, de la planification, si on sait que c'est la mère de famille qui le fait, ben, comme dans 80% des cas, c'est elle, de toute façon, qui va faire l'action d'acheter les billets. Ben, on va au moins se concentrer à rendre son expérience la plus simple et la plus agréable possible. Parfait. Puis, donc, je pense qu'on a répondu un petit peu tantôt, mais est-ce que tu voyais qu'il y avait comme une volonté à faire des sites qui étaient visuellement moins genrés?
Oui, de plus en plus. Le côté design a évolué énormément. Tu sais, on est très, 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 très loin là, du bleu pour bébé masculin, puis du rose pour bébé féminin, là, puis d'un site très rose pour des produits féminins, d'un site très bleu pour des produits masculins. Donc, on est beaucoup plus dans quelque chose d'épuré. Les standards du web deviennent plus accessibles, plus non-genrés aussi. Il n'y a pas nécessairement de réflexion à savoir au niveau visuel, je veux dire, au niveau design, est-ce que mon public est majoritairement féminin ou masculin, est-ce que ça va impacter le design? Non, au contraire, on va créer une expérience qui est plus globale. Là où, comme je le mentionnais précédemment, là où on réfléchit plus au public, on n'a pas le choix de le connaître un peu plus, c'est davantage dans le niveau fonctionnel de la chose. Donc, quelles fonctionnalités on va mettre en place, quels vont être les chemins des utilisateurs, comment les interactions vont se faire, bien, comme il y a encore certaines différences, bien, en fonction du public, on n'a pas le choix de s'adapter. Mais niveau visuel, vraiment, on assiste de plus en plus à une standardisation, je veux dire, puis des modèles graphiques qui se répliquent bien, puis qui sont surtout très, 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 très accessibles à tous. Il y a encore, si vous fouillez, là, il y a beaucoup de sites web qui se font à partir de templates encore, malheureusement, donc ils ne sont pas nécessairement pensés toujours. Mais si vous allez voir un site web, un template pour une bijouterie, ben ça va être très rose, ça va être très bubbly, ça va être très des écritures un peu calligraphiques et non des écritures web. Pourquoi? Parce qu'encore, les gens qui développent les templates, oui, appliquent des principes ergonomiques, mais vont aussi penser à bijoux égale majoritairement féminin, donc template égale très axé sur des codes graphiques, majoritairement féminins aussi. Donc, il y a encore ce côté-là qui, on va dire, dans ce qui est préprogrammé, on ressent plus qu'il y a encore un certain genre qui est appliqué, alors que dans tout ce qui est, je veux dire, custom ou sur mesure, on le ressent beaucoup moins. On est plus dans des expériences globales. Puis dans ton expérience personnelle et professionnelle, en fait, surtout, est-ce que tu as des exemples à me donner dernièrement de, mettons, sites qu'on pourrait associer à un site genré, mais pour but marketing, ou à l'inverse, un site qui est non genré dans l'optique de viser autant des hommes que des femmes, que des personnes? Oui. L'exemple que je vous donnais dans l'accès à des expériences pour la famille, vous irez voir, en plus, il vient d'être mis en ligne sous sa nouvelle forme, je pense que ça fait quelques semaines à peine, mais Espace pour la vie, qui sont les musées de Montréal, donc le Biodôme, l'Insectarium, Planétarium, Jardin botanique et Biosphère. C'est un site qui, encore une fois, parle majoritairement à, on va dire, un public féminin, des mères de famille principalement, mais dans l'expérience utilisateur, est très non-genré, est très axé sur la matière première qui est la science, tout simplement. Donc, c'est des musées scientifiques. Donc, on fait abstraction de qui vient visiter le site. C'est une expérience qui est très, très, très accessible à tous. Par contre, dans la réflexion des tâches, dans la réflexion, on va dire, des actions à poser, bien, clairement, on l'a testé avant, puis on l'a testé en mode test utilisateur. On l'a testé surtout avec des mères de famille. Donc, on s'assurait que ça soit elle qui soit très à l'aise à la navigation, puis qui soit en mesure de rapidement, là, en quelques clics à peine, passer à travers les étapes, soit de transaction, soit de prise d'information, soit de réservation. Bien, je suis là présentement là, sur le site, puis c'est hyper simple et bien structuré. L'avez-vous essayé avec des hommes aussi, puis ça fonctionnait moins ou? Oui, on l'a essayé des deux côtés. C'est sûr que les personas principaux, c'était, comme je disais, la mère de famille, mais il y a plusieurs autres personas. À travers le site d'Espace pour la vie, on s'adresse à des personnes engagées, donc des gens de Montréal qui ont des passes. On s'adresse à des retraités. Donc, aussi, il fallait quand même mettre une expérience relativement simple parce qu'il y a beaucoup de retraités qui achètent leur passe puis que plutôt que d'aller marcher sur le plateau, ben, ils vont marcher au jardin botanique l'été. On l'a testé aussi avec des hommes, des hommes pères de famille. Puis, comme je l'expliquais, c'est sans dire qu'il y a quelque chose de drastique entre les deux. Ils arrivaient à accomplir les tâches, mais parfois, ils ne prenaient pas le chemin le plus rapide. C'est souvent ça qu'on remarquait. Donc, ils pouvaient chercher un peu plus l'information. Puis, je pense que c'est encore lié au fait qu'ils sont moins familiers avec ce genre d'expérience-là. OK, fait que ce serait vraiment l'aspect de familiarité qui ferait la différence, puis pas comme... Ben c'est ça, en fait, ça vient d'où, tu sais? C'est, je crois, un peu un côté, justement, familiarité, comme on dit, par expérience ou, on va dire, par convention mal structurée. C'est beaucoup plus les mères qui prennent en charge l'organisation des activités. Au même titre que quand on fait des pubs d'épicerie ou quand on fait un site web d'épicerie, ben, le public principal qui fait l'épicerie, c'est encore les mères de famille. Donc, la convention fait que comme c'est ces groupes-là, c'est ces publics cibles-là qui sont plus à même
d'utiliser le service, d'utiliser l'expérience. Et par défaut, c'est par eux qu'on vise à simplifier la vie. Après, la compréhension générale du web, elle est là, mais je pense qu'il y a une expérience qui est peut-être plus grande. Si tu as fait 4, 5, 6, 7, 8 fois l'achat du même produit, c'est simple. Si c'est la première fois, peut-être que tu vas te chercher un petit peu plus. Puis, aussitôt que l'expérience va commencer à embarquer, on se rend compte qu'il n'y a pas 58 façons d'acheter des billets non plus sur le web. C'est un processus transactionnel. La complexité d'Espace pour la vie, elle est là quand même. Il y a plusieurs musées, il y a plusieurs expositions, il y a plusieurs événements. Mais on va dire pour quelqu'un qui prend plus en charge ces activités-là, par défaut, dans son rôle qu'elle se donne dans la famille, on dirait que c'est plus simple de naviguer parce qu'il y a déjà une connaissance qui est présente. Ouais, moi, j'ai été sur le site d'Espace pour la vie pour acheter des billets, justement. Puis, honnêtement, je sais pas si c'est parce que je suis un gars, mais tu sais, je suis habitué de faire des achats en ligne, puis j'ai pas trouvé que c'était si simple que ça. Quand j'en ai fait, c'était la première fois, mais parce que Espace pour la vie, c'est dans le fond, c'est plusieurs, tu sais, il y a le planétarium, Biodôme, etc. Puis je cherchais des billets pour le Biodôme, puis je pense pas que j'ai pris le chemin le plus rapide, justement. C'est ça. On essayait de faire en sorte qu'il y ait des chemins en 3 clics, mais ça peut se faire en 10 aussi. Hein. On peut prendre un petit raccourci ou un petit détour. Ben regarde, moi je suis là, j'ai cliqué sur acheter un billet, puis là ça me met Biodôme, puis là j'ai billet régulier. Tous les chemins mènent à Rome. Peu importe, tu me comprends, là. Super. Ben merci. Ben vas-y, rajoute. Non, je voulais juste dire, c'est le but qu'éventuellement on y arrive, là, mais c'est un site quand même complexe, mais le but étant que tout le monde finisse par trouver l'information, qu'elle soit transactionnelle ou informative. Il y a beaucoup d'informations aussi là-dessus, mais c'est un bel exemple à analyser si vous voulez voir un peu comment l'ergonomie joue un grand rôle aussi dans l'expérience utilisateur. On encourage Anto, tout le monde. Anto. Merci Maxime, ça faisait le tour de nos questions. Merci vraiment d'avoir pris le temps de nous éclairer sur le sujet. C'est très gentil. Très sympathique. Il n'y a pas de souci. Puis, je souhaite que ça ait été aussi révélateur pour d'autres personnes. Il y a beaucoup à apprendre de ce sujet-là et de cette industrie-là. Donc, ceux que ça intéresse, il y a beaucoup à lire et il y a beaucoup à découvrir aussi. Ouais, vraiment. On dirait que j'avais un petit préjugé déjà, homme-femme et tout, mais finalement, je pense que c'est plus fait juste pour faciliter. Puis le côté familial, on dirait que j'avais pas pensé à ça nécessairement. Puis ça, je trouve ça comme c'est juste plus efficace, donc pourquoi pas, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, donc merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour vous parler du male et female gaze qui se traduit sur Internet. Merci. Merci. Merci.